Bonjour à tous, c'est Simlef. Aujourd'hui, je vais faire la suite du chapitre de seconde d'histoire qui s'appelle le modèle britannique et son influence. Donc après avoir vu ce qui s'est passé en Angleterre, on va voir l'influence du modèle anglais sur le reste de l'Europe et puis l'Amérique du Nord. À commencer par voilà l'influence sur les philosophes des Lumières. Alors, on va voir le cas notamment de Montesquieu. Donc Montesquieu, dans son grand livre L'Esprit des lois, il y a un passage qui concerne la Constitution d'Angleterre. Donc on voit qu'il est clairement inspiré de ce pays, hein, qui le prend pour modèle, qui trouve que c'est un modèle intéressant, voire sur certains points idéal. Et c'est en étudiant en Angleterre qui tire sa fameuse théorie des trois pouvoirs que vous connaissez sans doute. Une démocratie, pour qu'on ait une démocratie, il faut que les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, soient séparés. Sinon, il le dit et c'est indiqué en rouge, un monarque ou un sénat, c'est-à-dire une assemblée, peut faire des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Donc, pour qu'il y ait un équilibre, pour que les citoyens soient protégés, il faut que les trois pouvoirs soient séparés. Et donc, cette affirmation, il la tire en étudiant le système anglais. Autre philosophe des Lumières, donc Voltaire, dans ses lettres philosophiques, lettre numéro 8 sur le Parlement, donc le Parlement anglais, là aussi, voilà ce qu'il nous dit. Donc, la nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant. Donc, en Angleterre, il y a une monarchie limitée, une monarchie parlementaire, et ça, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le peuple partage le gouvernement du pays avec le roi sans confusion. La Chambre des Lords et la Chambre des communes sont les arbitres de la nation, le roi est le surarbitre, pardon. Donc Voltaire fait bien ici l'éloge d'un système où il y a deux acteurs fondamentaux, d'un côté le roi et de l'autre côté le Parlement. D'accord. Donc on voit que les intellectuels français de l'époque sont influencés, ils admirent cette monarchie parlementaire anglaise. D'accord. Ça les inspire, clairement. Ensuite, voyons le cas des États-Unis. Alors, on va reprendre un petit peu l'origine du conflit parce que à l'époque, les Américains donc sont pas du tout indépendants, hein. On a 13 colonies qui sont donc des colonies des Anglais. D'accord, hein. Vous avez d'un côté les colonies en Amérique et de l'autre côté la métropole, hein, le pouvoir qui les dirige, qui est à Londres, en Angleterre. Or, ces colonies, eh ben, elles sont de plus en plus taxées par la monarchie anglaise à partir des années 1760-1770, parce que l'Angleterre doit rembourser les dettes qu'elle a contractées lors de son conflit avec la France, hein. Je parle là de la guerre de 7 ans qui a eu lieu entre 1756 et 1763. Donc la monarchie anglaise a des problèmes financiers, elle taxe toujours plus lourdement les colonies américaines. Alors d'abord c'est une taxe sur le sucre et puis après c'est une taxe sur le thé. Et en fait, la guerre d'indépendance américaine, elle commence en 1773 lorsque les colons américains à Boston jettent les cargaisons de thé des Anglais à la mer pour marquer leur révolte face aux taxes sur le thé. On appelle cet événement la Boston Tea Party, hein, la révolte du thé de Boston. D'accord. Suite à ces événements, le roi d'Angleterre, qui est à l'époque George III, ne se laisse pas faire, hein, il envoie des troupes qui vont faire de la répression, hein, et les Américains poursuivent leur rébellion. On a un véritable conflit armé qui est instauré avec des batailles, avec de la guérilla aussi, des affrontements comme à Saratoga, tout ça. Puis finalement, on a une grande bataille à Yorktown
en 1781, où les Américains sont aidés par les Français. Alors les Français aident les Américains pas parce qu'ils aiment leurs idées de liberté, mais uniquement pour embêter les Anglais, uniquement pour embêter leur éternel adversaire. Du coup, grâce à l'aide des Français, notamment du général Lafayette et de l'amiral de Grasse, les Américains remportent la grande bataille de Yorktown, et du coup, ils deviennent indépendants en 1783. Alors cette indépendance joue un rôle clé, parce que dans leur déclaration d'indépendance de 1776, les Américains évoquent quand même, alors je cite là, nous tenons pour évidente que tous les hommes naissent égaux et qu'ils ont été dotés par le Créateur de droits inaliénables. Donc ces formulations, si vous réfléchissez, elles ressemblent un petit peu aux tournures de phrases que vous avez dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui viendra plus tard en 1789. Donc suite à cela, on a une constitution qui apparaît, une constitution qui est libérale, démocratique, et qui est fédérale. C'est-à-dire que le gouvernement qui est dans la capitale de Washington doit partager son pouvoir avec les États qui ont de relatives autonomies. Alors voici la fameuse constitution. Vous voyez que les trois pouvoirs sont séparés, comme dans la théorie de Montesquieu. On a donc de nombreuses élections, le Congrès est élu, le président est élu par l'intermédiaire des grands électeurs, vous avez donc la justice qui est séparée du pouvoir exécutif, du pouvoir de commander. De même, c'est un congrès, donc là on ne parle pas du Parlement comme pour l'Angleterre, on parle du congrès, et c'est lui qui vote les lois et le budget. D'accord ? C'est un régime présidentialiste parce que le cœur du pouvoir est entre les mains du président et celui-ci ne partage pas son pouvoir avec un premier ministre comme dans le cas du système français, du système actuel de la Ve République. D'accord ? Et la justice est indépendante, les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Ils ne peuvent pas être virés par le président. D'accord ? Et puis vous avez donc des libertés fondamentales qui sont appliquées, notamment je pense au premier amendement qui concerne la liberté d'expression. Dans cette révolution américaine, c'est bien d'indépendance, il y a un homme qui a joué un rôle clé, c'est George Washington. Donc George Washington, qui est un grand propriétaire terrien, qui va être une sorte de général, qui va d'abord faire la guerre contre les Anglais, ça va être d'abord un militaire, et puis après il va être donc président de la République des États-Unis. En tant que président, il va respecter la Constitution démocratique. C'est pour ça que c'est un homme très libéral. Dans une lettre à un nommé Hamilton en 1794, il nous dit donc l'autorité du pouvoir exécutif, donc le pouvoir du président, je n'ai jamais voulu l'étendre et je continuerai pour avoir pour but de ne pas l'étendre. Donc on voit qu'il ne cherche pas à augmenter son pouvoir, il respecte celui du Congrès. Sur l'usage du veto présidentiel, le président américain normalement a un droit de veto pour bloquer les lois, mais malgré tout, il ne l'applique pas. Il dit « J'appose ma signature à plusieurs lois, des bills, qui sont pourtant contraires à mon propre jugement. » Donc il s'en remet au Congrès, il n'abuse pas de son droit de veto. D'ailleurs, on peut noter qu'au XVIIIe siècle, le roi anglais, qui a également un droit de veto sur les lois, l'applique de moins en moins. Donc, le président George Washington respecte les pouvoirs du Parlement, mais il n'est pas en situation de faiblesse, il ne cède pas sur tout. Par exemple, le pouvoir de débattre les traités est un pouvoir du président, et du coup, en 1794, il n'a pas cédé à la demande de la Chambre des représentants de se mêler du traité. Le traité, c'est son affaire, c'est lui qui s'en occupe. D'accord. Donc, on voit un président américain qui est équilibré, si vous voulez, qui respecte les équilibres.
il cède pas à tout et en même temps, il respecte les prérogatives du Congrès. D'accord? Alors, cette république américaine paraît un peu idéale au XVIIIe siècle, mais attention, gardez quand même votre esprit critique. C'est une république qui ne fait pas voter tout le monde, et puis qui discrimine les Noirs américains, qui ne laisse pas de pouvoir non plus aux femmes qui ne votent pas, et une république un peu élitiste qui laisse surtout du pouvoir aux gens les plus riches. D'accord? Voilà pour ce chapitre, je vous ai mis là la conclusion. L'idée de ce chapitre, c'est de vous dire, de vous faire comprendre que toute l'Europe n'est pas absolutiste au XVIIe ou au XVIIIe siècle, qu'il y a des alternatives à la monarchie absolue. Ne restez pas focalisés sur l'image de Louis XIV qui est tout-puissant à Versailles. En Angleterre et aux États-Unis, il y a d'autres alternatives, il y a des régimes plus démocratiques. On peut citer aussi le cas de la Pologne, un pays pas très connu mais qui à l'époque est plutôt une monarchie parlementaire, et le cas de la Hollande qui est plutôt une république. Merci pour votre écoute et à bientôt.